Présidentielle RDC 2011. Une émission proposée et produite par le CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, avec François Nicéphore Kakessé, URDC, Union pour le réveil et le développement du Congo. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Nous recevons ce soir sur ce plateau le docteur Nicéphore Kakessé, candidat président de la République, qui vient, comme ses autres concurrents reçus sur ce plateau, nous présenter en grande ligne sa vision politique si jamais il est élu ce lundi 28 novembre. Bonsoir docteur. Bonsoir messieurs les journalistes. Au cours de cette émission organisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et diffusée sur une trentaine de chaînes de radio et de télévision émettant de Kinshasa, vous aurez à répondre à 4 de mes confrères et consoeurs qui sont avec moi sur ce plateau. C'est autour de questions sur la politique et la bonne gouvernance, l'économie et les finances, les sociales et le problème des sociétés, enfin la diplomatie et la défense nationale. Alors pour commencer, docteur Kakessé, vous avez 55 ans, marié et père de famille. Vous êtes docteur en médecine vétérinaire à l'université de Lubumbashi. Vous avez eu quelques démêlés avec les autorités académiques. Je ne sais pas si vous avez été expulsé de l'université de Lubumbashi, nous le saurons tout à l'heure. Vous avez eu à travailler en Afrique du Sud, au ministère de l'Agriculture et dans quelques pays africains, notamment en Angola et au Botswana. Vous avez également travaillé en Israël. Vous avez été responsable d'import-export à la CEE, et la Communauté économique européenne. Avant qu'elle ne devienne Commission européenne, vous êtes entrepreneur dans le privé et vous avez quelques entreprises dans l'agroalimentaire dans la ville de Lubumbashi. Alors, pour commencer, docteur Kakessé, d'où viennent vos ambitions personnelles? Est-ce que cela remonte à votre passé d'agitateur étudiant sur le campus de Lubumbashi? Merci, messieurs les journalistes. Kakessé, comme vous me voyez là, je suis né congolais. J'aime le Congo. C'est pourquoi j'ai toujours eu un plus vif attachement à notre nation. À cause de cet attachement que j'ai trouvé après avoir combattu l'impair en tant qu'étudiant, donc je me préparais depuis longtemps pour devenir le chef de l'État de ce pays. Donc c'est quelque chose qui date de longtemps, ce n'est pas de maintenant. Donc c'est bien préparé? Oui, je me suis préparé depuis longtemps. Parce que sur le campus de Lubumbashi, j'étais chassé à 2 reprises. La première fois, j'avais déchiré la carte verte pour mettre pour la première fois la carte rouge. C'est-à-dire que vous aviez voté contre le maréchal Mobutu? Voilà, parce qu'il était le seul candidat. Pourquoi avoir des cartes? Et moi, je n'étais pas d'accord avec ce système, j'avais voté rouge. C'est ce qui avait fait que je sois chassé complètement de l'université. Vous savez, le frère Mobutu avait l'habitude d'y aller dans des provinces dire merci à ceux qui avaient voté. C'est pendant ce temps-là que des professeurs se sont réunis pour dire mais cet homme, il a eu 60 en première session. Il a été chassé pour des raisons politiques. Au moment où le président réclame qu'il a été voté à 100%, on ne voit pas pourquoi ne pas le remettre aux études. C'est ce qui avait fait que je sois récupéré. Et en 88, il y avait semaine idéologique, le moboutisme sur les campus. Et vous avez encore été... Voilà, cette fois-là, messieurs les journalistes, j'avais fait un discours la nuit pour dire aux étudiants, écoutez, on ne peut pas continuer à accepter avec un système qui détruit l'homme interne. Voilà, nous allons voir ce que vous allez apporter à notre pays si jamais vous êtes élu président de la République. Vous êtes expert, vous avez travaillé, on a vu dans votre biographie, dans quelques pays africains, en Europe, au Moyen-Orient. Est-ce que cette expérience, qu'est-ce que cette expérience peut apporter à votre vision politique? D'abord, messieurs les journalistes, je vais un peu porter une petite correction. J'ai travaillé en Afrique du Sud. Dans d'autres pays, c'était une façon de consultation de mon cabinet. C'est-à-dire en Arabie Saoudite, précisément dans la ville de Jeddah,
en Angola, dans la ville de Bango, au Zimbabwe, dans la ville de Béatrice, au Congo, au Katanga et même ici à Kinshasa, et dans la société Jivel, en Zambie, à Kaputa. Donc j'ai fait un peu, j'étais dans une société où j'étais directeur technique, où nous étions en train de faire les projets pour le développement rural. Voilà, monsieur le docteur Nicéphore Kakessé, nous allons voir comment sur le plan politique et sur le plan de la gouvernance, ce que vous allez apporter pour sortir de ces pays dans la situation où on se trouve. Vous serez interrogé par mon confrère Oscar Kabamba, qui est de la télévision en public. Il est directeur des informations, également chroniqueur politique. Bonjour M. Kakessé. Alors, une première question qui va en entraîner d'autres. Quelle catégorie de Congolais comptez-vous jeter en prison une fois élu? D'abord, je vous dis bonjour, comme vous avez dit. Messieurs les journalistes, la prison, quand on parle d'une prison, on sous-entend d'abord une maison qui ne reçoit que ceux qui sont fautifs. Ouais. Pour recevoir une correction. Si une fois je suis élu comme président de la République, j'ai toujours dit l'application de la loi sans exception et sans complaisance devant les malfaiteurs doit se faire. Donc pour vous dire que dans une prison, ne peut aller dans la prison que celui qui a été jugé fautif. Oui, donc nos prisons sont surpeuplées aujourd'hui, professeur. Vous allez construire d'autres prisons? Je crois pour cette question-là, on a au moins un nombre bien déterminé pour chaque prison. Vous n'allez pas prendre une prison qui a 1000 ou 150 lits et vous allez mettre 300 prisonniers, non. Quand il y a beaucoup de prisonniers, nous serons obligés de construire des prisons pour accommoder ces gens-là, pour qu'ils soient corrigés et revenir dans la vie sociale. Alors, ça signifie que vous allez arriver au pouvoir, vous allez vous accorder un temps pour observer. Tous ceux qui seront fautifs seront déférés devant les instances judiciaires pour être jugés et éventuellement jetés en prison. Alors, est-ce que cela signifie qu'à l'ordre actuel des choses, tout marche bien, d'après vous? Mais, monsieur, quel est encore votre nom? Oscar Kabamba. Ah, monsieur Oscar. Voilà, il y a ceci. Une fois élu président de la République, nous allons d'abord organiser l'appareil judiciaire. Qu'il y ait d'abord une justice réelle, c'est-à-dire quoi? L'égalité de tout Congolais devant la loi. Et à ce moment-là, ceux qui ne seront pas en règle avec la loi, ils seront jugés. Vous voulez dire qu'il y a un problème dans notre justice actuellement? Bon, à mon avis, je crois que la justice n'est pas correcte dans notre pays. Parce qu'il y a des gens, quand quelqu'un a l'argent et il paye, celui qui n'a pas l'argent, il est obligé d'être en prison. Vous payez les magistrats combien? Parce qu'il y a une polémique autour du salaire des magistrats. Écoutez, messieurs les journalistes, les salaires dans tous les pays du monde, on ne peut jamais prédire, voilà, je vais payer autant à tel, autant, tel. Non. Les salaires est fonction de la production d'abord locale. Quand dans le pays, vous avez une grande production et que les éléments de base que l'homme congolais utilise comme à manger, eh bien, ça coûte moins cher. Les salaires que vous allez donner aux Congolais, quel que soit le montant, ça sera capable de nouer du 1er au 30. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui que je vais payer autant aux magistrats. Non. Si je dois payer autant, il faut que tous les Congolais, ce barème-là soit d'abord pour tous les Congolais. En tout cas, le salaire sera différent de celui proposé aujourd'hui. Ben, pourquoi pas? Avant-hier, je crois, j'ai causé avec un monsieur. J'ai dit, mais c'est tout à fait, à mon avis, je ne comprends pas. Dans un pays où les gens touchent des 200 000, 300 000, c'est beaucoup d'argent.
Alors, je vais continuer. Pourquoi avoir des salaires de 200 000 au moment où ailleurs, les gens vous vivent de 15 000, 20 000? Je vais continuer, monsieur le candidat. Alors, vous dites, pour vous, c'est d'abord l'appareil judiciaire que vous devez restructurer si vous voulez. Mais en faisant quoi exactement? Voilà. Quand je parle de l'appareil judiciaire, notez d'abord, messieurs les journalistes, que dans une nation, c'est la justice qui fait qu'une nation grandisse. Là où il n'y a pas une justice, la nation ne grandit pas. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'avons pas besoin de construire d'abord de construire les bâtiments, des beaux bâtiments, avoir les hommes qui ne sont pas ceux qui peuvent faire le travail. D'abord, celui qu'on appelle magistrat, l'avocat, ces messieurs doivent d'abord comprendre que nous sommes tous régis par la loi. Il faut vraiment intérioriser la loi pour que ça soit appliqué avec rigueur. Pourquoi? Parce que la loi dans notre pays, à notre moment et à notre temps, quand je serai président, je vous dis, la loi sera une règle sacrée. Alors, c'est le seul maire de la société congolaise, la justice ou l'injustice ou la corruption? Écoutez, et la corruption, et l'injustice, c'est le mal. Pourquoi il y a l'injustice? C'est parce qu'il y a la corruption. S'il n'y a pas de corruption, vous ne trouverez pas de l'injustice. Donc, les deux, à mon avis, c'est du mal. Alors, la corruption n'est pas que dans la justice. Je vous dis, messieurs les journalistes, la corruption au Congo a atteint un niveau constitutionnel. Ça, je vous l'ai dit. D'accord, mais alors vous ferez quoi? C'est pourquoi je dis, à ce temps-là, nous allons placer les gens dans des postes de travail. Tout celui qui sera fautif, j'ai dit sans complaisance, ils seront traduits devant la justice. Mais il faut que l'État soit fort, professeur. Qu'est-ce que vous allez faire pour réhabiliter justement l'État, le rendre fort? Voilà. Je suis très content pour cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait? Il y aura une réforme d'abord. Une réforme totale sur la sécurité. C'est-à-dire quoi? L'armée, la police, la justice, les services de renseignement, bien réformés, c'est-à-dire les nominations des hommes qui méritent d'être nommés à ces postes-là. Quand il y a cette réforme-là, eh bien, je crois que les gens seront obligés de faire le travail, l'homme à la place qu'il faut, eh bien, le travail va bien avancer. Alors, j'avance, M. Kakessé. Nous avons une constitution, en fait, qui est en vigueur, et demain, vous serez probablement au pouvoir. Est-ce qu'il y a des dispositions dans ces textes, les dispositions qui vous énervent et que vous pourrez faire changer une fois installé? Je crois qu'une constitution dans une nation, ce n'est pas aujourd'hui vous entrez au pouvoir, vous devez changer ce qui a été voté. 2 ans, 3 ans après, par exemple, comme c'est un quinquennat. Oh, voilà. À ce moment-là, nous aurons à voir quelle est la loi qui ne reflète pas la vie de la majorité. C'est suite à ça que nous pouvons porter. Mais je crois que ça sert à quoi toujours abolir, changer des lois chaque 3 ans, chaque 4 ans. Peut-être ajouter ce que nous trouvons que voilà, ajoutons telle loi pour, appuyer telle ou telle autre loi. Et alors, puisque l'appétit vient mangeant, vous serez peut-être tenté, installé au pouvoir, vous serez peut-être tenté de changer la durée du mandat présidentiel. Je vous assure, quand vous entrez, vous avez la chaise en tant que chef de l'État, vous devez noter d'abord que c'est un poste de travail qui va de pair avec le peuple. Quand ça marche, le peuple vous reconduit. Et notre constitution voit une fois renouvelable, une fois. Je n'ai pas besoin de dire, voilà, l'appétit vient en mangeant. Eh bien, ça c'est vrai, ça vient en mangeant. Mais il faut toujours noter que nous voulons placer dans notre pays les processus réels de la démocratie. Allez-vous revenir au 2e tour de l'élection présidentielle qui a été supprimée par une révision constitutionnelle qui est restée contestable jusque-là? Ça vous plaît, le tour unique? Le tour unique, mais pour le moment que je dise non ou pas, est-ce qu'on peut revenir sur cette loi-là? C'est impossible. La loi est déjà là. Nous y allons aux élections et le méritant va prendre le poste.
Alors, les droits de l'homme, je sais que notre pays est toujours en faux avec les ONG, surtout internationales, des droits de l'homme. À votre avis, pourquoi est-ce que notre pays est toujours la cible au fait de toutes ces organisations internationales? Il y a un problème, vous estimez? Bien sûr. Lequel? Est-ce que vous m'avez d'abord suivi les jours que j'ai déposé ma candidature? J'avais bien souligné que le Congo, notre pays, ressemblait à un royaume de violence. Mais quel genre de violence? Parce qu'à mon avis, il y a trois sortes de violence. Il y a la violence verbale, quand on blesse les autres avec des mots. Violence morale, quand il y a un chantage sur une personne pour céder à quelque chose malgré lui. Et la violence physique, où on frappe, on tue, on viole. Eh bien, notre pays, si vous suivez très bien ce qui se passe dans le monde entier, combien de fois on ne nous a pas classés parmi les pays anti-modèles? Dernièrement, il y a Madame Clinton, ministre d'État américaine, nous a bien classifiés parmi les pays anti-modèles, parmi les pays tels que le Soudan, la Somalie. Pourquoi? C'est parce que chez nous, le respect de la vie humaine n'existe pas. Dans un pays où il y a les viols des femmes, 500 femmes par mois ou par jour, mais c'est tout à fait normal que nous soyons classés dans ces rangs-là. Dans notre pays, il n'y a pas de garantie, à mon avis, pour la population. C'est pourquoi nous sommes classés dans ces rangs-là. D'accord. Alors, les autres libertés, individuelles comme collectives, sont tout de même garanties à vos yeux? Ah oui, bien sûr. Moi, messieurs les journalistes, le deuxième élément de ma campagne, c'est le respect de l'homme congolais, la protection de ses droits et ses libertés. Donc, l'homme congolais libre de faire membre d'un tel ou tel autre groupe. L'homme congolais est libre de faire son choix de religion. L'homme congolais est libre de faire membre d'une association, d'une ONG. Donc, sur ces points-là, c'est ça la liberté que nous voulons établir dans notre pays. Docteur, vous n'avez toujours pas répondu à ma question sur le messieurs les journalistes? Le deuxième tour de l'élection présidentielle. Une fois élu, est-ce que vous allez revenir sur le deuxième tour qui a été supprimé dans la Constitution? Bon, écoutez, moi je trouve que la loi, il est dit le candidat a une fois et il peut revenir pour la deuxième fois, pas la troisième fois. Si vous dites qu'ils ont supprimé, ah non, j'ai compris. Nous allons revenir sur ça. Il y aura des tours. On ne peut pas accepter dans une nation, vous dites voilà, il n'y a qu'un seul tour d'élection. Non, ça c'est la médiocrité. Nous voulons faire l'excellence. Nous allons revenir sur ça. Vous êtes dedans, je crois qu'on a terminé sur cette question. Ah non, je suis dedans, mais nous allons corriger. S'il vous plaît, on a terminé sur cette question, sur la politique et la bonne gouvernance. C'est parce que le Congo, justement, se porte mal géré, que vous avez décidé de vous porter candidat président de la République. Alors, sur le plan économique et sur le plan financier, qu'est-ce que vous allez faire pour renflouer les caisses de l'État qui sont toujours creux? Vous serez interrogé sur cette question par mon confrère Patrick Chamala, qui est journaliste à Télé7, chroniqueur politique. Bonsoir, docteur Kakissé. Bonsoir, Chamala. Oui, vous avez tout à l'heure effleuré un peu la religion. Vous êtes croyant vous-même? Kakissé est croyant de naissance. Je suis de la foi chrétienne. Ok, j'aime bien votre sourire déjà. Alors, certains spécialistes parlent de la malédiction des richesses. Le Congo est maudit parce que, ayant un potentiel immense des ressources naturelles, vous partagez également cet avis-là? Non, je ne suis pas d'accord avec cet avis-là de dire qu'il y a une malédiction de quoi que ce soit. Non. Un bien ne peut pas devenir une source de malédiction. Je crois que c'est bien. Je crois que le Congo est connu dans le monde entier comme étant l'un des pays les plus riches. Et ça nous attire de conflits, professeur, docteur. Ah oui, des conflits, c'est parce que nous-mêmes, nous ne savons pas comment gérer. Si nous avons une bonne politique, sur ces faits-là, je crois que ça ne peut pas être une source de conflit. Voilà ce que moi j'attends dans ces domaines-là, comme vous venez de le souligner, d'économie. On ne peut pas parler d'abord d'une bonne économie dans une nation si la sécurisation de la nation n'est pas là.
Aujourd'hui, le monde entier court vers l'Inde. Le Brésil, aujourd'hui encore, il y a l'Afrique du Sud qui vient de s'ajouter sur la liste. Pourquoi? C'est parce qu'il y a d'abord la stabilité dans ces pays-là. D'où parler d'économie, d'abord stabilisons les pays. Ayons un système de sécurité très fort qui permet la stabilité pendant longtemps. Maintenant, permettez, monsieur le journaliste, que je vous donne... Je vous en prie. Voilà. Quand nous avons la stabilité dans notre pays, ceux qui détiennent les énormes montants d'argent dans le monde entier vont chercher à venir dans vos pays. Maintenant, le premier élément qui fait que qui que ce soit qui a des milliards qui veulent venir au Congo, ils veulent s'assurer est-ce que ce pays est facile aux investisseurs ou pas. La politique de ces pays permet-il aux investisseurs d'aller investir ou pas? Voilà ce qui nous manque. Si nous avons cette bonne politique-là d'attirer les investisseurs dans notre pays, je ne crois pas que la richesse que Dieu nous a donnée devienne encore une source de malédiction. Oui, pourtant, ça nous amène beaucoup de conflits, beaucoup de guerres au lieu de nous apporter le développement. Vous parlez d'investisseurs, vous allez faire quoi concrètement pour les attirer? Voilà, monsieur le journaliste. Voilà mon plan sur l'économie, surtout comment attirer les investisseurs chez nous. D'abord, nous allons refaire une réforme. Vous savez que depuis l'indépendance jusqu'à présent, il y a certaines législations au Congo qui sont les mêmes. Nous allons d'abord mettre les textes au jour, c'est-à-dire quoi? Nous allons faire des règles, des lois, des taxations claires, nettes et transparentes. Vous pensez que le traité de l'OHADA n'est pas clair, n'est pas non, monsieur, écoutez, magnifique. Quand quelqu'un reçoit l'argent sous table, eh bien, c'est lui qui vous a donné l'argent sous table et ne va pas respecter la loi du pays. Maintenant, nous disons, nous mettrons ces trois choses-là d'abord tout à fait claires, pas beaucoup de taxes dans des douanes, et les gens qui vont voir que dans ces pays maintenant, pour investir, c'est facile, ils viendront. Maintenant, quand ils viennent dans notre pays, vous ne pouvez pas venir dans un pays, vous investissez autant de milliards et vous êtes étranger. Je préfère que pour donner encore la motivation à ces gens de venir nombreux investir au pays, leur donner pour la double limiter, nationalité. Et voilà, nous allons dire, écoutez, vous avez investi autant, vous devenez Congolais. Ce monsieur-là ou cette femme-là n'aimera pas le Congo à 100%. Il peut aimer le Congo à 40%. Mais les enfants de ces gens-là qui vont naître dans notre environnement, mais ce sont là les vrais Congolais qui vont continuer avec les investissements de leur père. Aujourd'hui, nous mettons dans le sud Kivu, nord Kivu, il y a des Anglais congolais parce qu'ils veulent le coltan. Il y a des Chinois aussi. D'accord. Qu'il y ait des Chinois congolais au sud Kivu. Ces gens-là, ils deviennent des Congolais. Vous verrez que tous ceux qui vont investir leur argent n'accepteront pas qu'il y ait la guerre dans le Congo parce qu'ils ont leurs petits-fils. Donc vous n'êtes pas contre les contrats chinois, vous, au moins? Qui c'est? Oui. D'abord, c'est quoi les contrats chinois? Explique-moi un peu, c'est quoi? Parce que moi qui explique. Je ne peux pas être contre un contrat. Vous savez que mon point de vue sur les hommes d'affaires au Congo est clair. KKC accepte de laisser jouer la concurrence dans notre pays. Que vous soyez coopérants, investisseurs. Mais cette coopération-là, ou l'investissement, doit appuyer notre politique. C'est-à-dire quoi? Nous devons bénéficier de ça. Mais si nous ne bénéficions pas de ça, nous ne voulons pas que le Congo devienne maintenant une terre de prédation universelle. Pour tout celui qui vient, il prend, il part. Docteur KKC, est-ce que vous allez réviser les contrats miniers qu'on a signés il y a un temps? Voilà, sur ces dossiers-là, je vais être clair. Pour que ceux qui me suivent puissent comprendre quelle est la position claire de KKC. Nous allons mettre une équipe que nous allons appeler Bureau Conseil. 50% des experts congolais, 50% des experts expatriés. Pour bien étudier ce genre de dossiers, de contentieux que nous avons dans notre pays. Pour qu'on ne dise pas, voilà, KKC a pris le pouvoir, il veut changer ses contrats parce que lui n'est pas là. Non, 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 non.
que ces pays concernés, nous aurons des experts ensemble, nous allons trouver des solutions qui seront des solutions permanentes, pas temporaires. Ok, docteur Kakese, aujourd'hui à travers le monde, notamment dans l'Occident, il y a la crise de la dette. Après la crise économique et financière, on sait que notre économie est tournée vers l'extérieur. Vous allez faire quoi une fois élu président de la République pour atténuer les effets de cette crise-là sur notre économie nationale? Ça c'est vrai. Il y a eu la récession, ça fait il y a quelques années, qui continue, ce sont les méfaits de la récession qui continuent jusqu'à présent. Que nous, dans notre pays, on a entendu personne nous dire, voilà, il y a eu la récession, voilà ce que nous, on a fait pour booster tel. Non. Vous allez faire quoi alors, vous? Voilà ce que nous allons faire. J'ai dit, nous allons créer des zones franches dans notre pays. Quoi, zone franche? C'est le cas qui s'est fait en Guangzhou, dans la Chine. Nous disons, parce que nous avons les ports au Bas-Congo, nous donnons à tous les expatriés qui veulent venir investir chez nous des zones franches, c'est-à-dire construire des industries, des nouvelles villes où ils ne vont pas payer les taxes. Nous disons 15 ans ou 20 ans. Vous supprimez les taxes, vous allez construire des zones franches. C'est où que vous trouvez l'argent finalement? Voilà. Votre source de recettes, c'est quoi? Voilà, c'est ce que je voudrais vous dire. Quand nous avons ces zones franches-là, messieurs les journalistes, vous verrez qu'ils viendront investir. D'abord, construire des villes, ça va donner l'emploi. Construire l'industrie, ça va donner l'emploi. Maintenant, dans l'industrie qu'ils vont construire, la production qui va sortir de ces industries-là, vous trouverez que sur les ententes que nous allons faire entre eux et le gouvernement, il y aura un pourcentage qui va entrer dans les pays. Et il y a un pourcentage qui doit être exporté pour qu'ils récupèrent leur argent. Ça, c'est un. Deux, ce que nous pouvons encore faire pour qu'il y ait l'argent dans notre pays, pour sécuriser qu'il y ait l'argent, je crois qu'en tant que chef, nous aurons à bien planifier. Vous savez, le pays, le monde entier vit des crédits. Le monde entier vit des crédits. Quand quelqu'un m'a dit avant-hier, dit non, vous savez, vous voulez être candidat, le Congo est un pays le plus endetté. Mais j'ai dit à ces messieurs, vous ne comprenez pas ce que signifie un pays le plus endetté. Ok, d'accord. Alors l'économie congolaise est fortement dollarisée, vous le savez. Oui. Ah ben oui. Vous faites quoi alors pour renverser la tendance, pour que l'on ait une monnaie forte, pour que le franc congolais remplace peut-être le dollar? Voilà. D'abord, c'est anormal. Nous avons les francs et partout, les gens payent en dollars. Vous-même aussi? Voilà, c'est ça, j'ai condamné ça. Vous avez des dollars dans vos poches peut-être? Non, pas du tout. Posez la question à mes collaborateurs. Jamais j'ai les dollars. Je leur demande toujours, donnez-moi les francs. Ah, okay, voilà ce que nous allons faire, messieurs. D'abord, on ne peut pas accepter qu'il y ait des hommes qui sont dehors, qui détiennent des millions de francs, des transactions qui se font main à main. Non. Nous allons d'abord construire des banques, soi-disant capital congolais. Il y en a beaucoup déjà? Non, pas du tout, messieurs les journalistes. Toutes les banques que vous voyez dans notre pays, même celles qui portent le nom du Congo, n'ont pas le capital congolais. C'est ce qui fait que nous sommes faibles. Notre banque centrale est là toujours pour faire des devises, aider pour les importations. Mais il n'y a pas de capital pour dire, voilà, mettons des banques où ces banques-là, c'est pour les réserves de la monnaie congolaise. Pour répondre à sa question, je dis ceci, messieurs. Aucune activité au Congo où l'argent doit passer entre les mains et les mains, non. Tout doit passer par la banque. Dans tous les magasins, toutes les sociétés dans notre pays, le paiement doit se faire à la banque. C'est pourquoi quand j'ai fait la conférence avec les étudiants, j'ai dit que vous soyez domestique au Congo, que vous soyez caporal, qui que ce soit, le paiement doit se faire à la banque. Plus nos banques reçoivent. Il n'y a pas de pouvoir d'achat, la population n'a pas de pouvoir d'achat. Comment voulez-vous, en ce moment-là, qu'il y ait un compte en banque? Oui, mais pour qu'il y ait un pouvoir d'achat, messieurs les journalistes, nous avons besoin d'avoir une grande production locale. Ça, c'est nous avons besoin un objectif à court terme ou à long terme? Non, ça c'est à long terme. Nous disons... Ça veut dire au-delà de 2016, hein? Oui, écoutez, pas au-delà de 2016. Déjà, après décembre de cette année ici, ça doit se mettre en pratique. On ne veut pas voir quelqu'un dehors avec des tas d'argent en train d'échanger. Maintenant, les banques vont gagner d'argent où? Vous savez, vous mettez, quelqu'un paye la marchandise en francs, l'importateur qui vend
l'argent va à la banque, il doit aller à la banque pour demander les dollars, donc la monnaie étrangère. C'est une bonne chose parce que nos banques vont faire des transactions. Les banques doivent gagner le pourcentage sur ça. Okay. Mais quand l'argent passe de la main à la main, eh bien, les banques sont vides. Mais justement, docteur, pour mettre fin à ces pratiques-là, vous allez créer une brigade économique pour pourchasser les cambistes Non, pas du tout. Qu'est-ce que nous allons faire? Les mêmes cambistes-là, nous allons créer pour eux des bureaux. On fait des bureaux partout dans toutes les provinces. Vous êtes cambiste, vous devez payer la taxe. L'argent que vous échangez, ça doit passer par la banque congolaise. C'est-à-dire, après avoir vendu votre argent, le soir, vous devez verser à la banque. Et les échanges, là, ça permet les transactions entre les cambistes et la banque. Donc, ça sera un problème, un processus entre la banque et les cambistes pour savoir combien dans ces bureaux de transactions, d'échanges, doit gagner. Docteur Kakese, le bassin du Congo est riche en terres fertiles, mais 3% seulement sont exploités pour la culture. Vous faites quoi pour l'agriculture? Peut-être, je termine par là. Juste en deux mots, docteur, pour relancer l'agriculture. Nous avons terminé cette question, nous allons entamer le troisième thème qui arrive. Répondez en 2 minutes à la question qui... Voilà. Le Congo renferme plus de 78 millions de terres arables, c'est-à-dire cultivables. Kakese fera du Congo un grenier, pas seulement des Congolais, de certains pays africains qui n'ont pas l'espace, et même certains pays du monde qui sont défavorisés par le climat. Mais le Congo ne sera pas un dépôt. Permettez que je termine. Le Congo ne sera pas un dépôt où tout le monde vient pour couler les produits. Non, nous ferons du Congo un partenaire et dans les échanges pour qu'il y ait des devises dans notre pays. Merci, docteur Kakese. Le troisième thème qui arrive, justement, nous allons évoquer de problèmes sur le plan social. Et c'est une dame qui va vous poser cette question, c'est Madame Hilda Odia, elle est journaliste à Canal Congo Télévision. Voilà. Elle présente le journal de 20h. Docteur Kakese, vous n'avez jamais occupé des fonctions en RDC, vous avez observé les autres travailler. Quelle lecture faites-vous de la gérance des autres, surtout sur le plan social? Voilà, Madame, c'est une bonne question. Et d'abord, à chanter, de voir, de me trouver devant une de mes sœurs. Notez que la vie sociale dans tous les pays, si un candidat vient sur le plateau, il commence à dire, voilà, je vais faire ça, c'est bien. Mais la gestion de notre pays est caractérisée surtout par l'improvisation et le tâtonnement. C'est-à-dire, ils n'ont pas eu le temps, de bien faire les études et planifier. Faire les études et planifier, vous devez tenir compte du besoin de l'environnement, c'est-à-dire du milieu. Aujourd'hui, on vous dit, nous faisons l'infrastructure routière. C'est une bonne chose. Cette infrastructure routière dans les villes, c'est pour les déplacements. Oui. Ça n'a rien à voir avec l'économie. Si c'est pour l'économie, il faut aller dans les desserts, vers les villages, vers les lieux de production. Maintenant, pour la vie sociale, comme vous venez de poser, nous disons, si les autres ont échoué, c'est parce qu'il manque, la planification n'y est pas. Et les études pour bien connaître quel genre de projet qu'il faut utiliser. Nous avons nos méthodes. Je sais que je n'ai pas encore gouverné, madame. Quelles sont ces méthodes-là pour améliorer le social des Congolais une fois élus? Et voilà, le social des Congolais pose un problème. Mais voilà le peu de solutions que nous avons. Nous aurons d'abord immédiatement à cibler qu'est-ce qu'il faut pour que le social soit amélioré. D'abord, vous ne pouvez pas laisser quelqu'un enfamé dans une nation et vous dites vous voulez lui améliorer la vie. Non. Pour que quelqu'un soit capable de manger du 1er au 30, il faut qu'il y ait de l'emploi. Et pour qu'il y ait de l'emploi, il faut qu'il y ait des investisseurs, pas des commerçants. Les commerçants, ils amènent de leur pays, ils vendent, ils mettent leurs femmes et leurs frères, ils vendent, ils ne donnent pas du travail. Mais l'investisseur, il met l'investissement dans l'industrie productive. Dans l'investissement productif, qui vont créer de l'industrie congolaise. Productif donne de l'emploi, l'industrie congolaise donne de l'emploi. Quand nous donnons du travail aux Congolais, et avec la production interne, eh bien, le Congolais sera capable de voir sa vie, ses conditions de vie sociale changer. Oui. Mais l'État, que je termine, monsieur le journaliste, que l'État doit tenir compte que l'homme doit habiter dans de bonnes maisons, l'homme doit avoir l'élément nécessaire qui est l'eau,
l'électricité. Quand vous avez ces éléments-là, vous verrez que l'homme qui habite d'abord là où c'est propre, il a l'esprit de la propreté. Vous verrez que la propreté va quitter de la maison vers la route. Mais si vous le laissez dans la saleté, où il ne sait pas qu'est-ce que signifie la propreté, il va prendre la saleté de la maison, amener sur la route. Et un tiers de la population vit, ne sont privés à l'accès à l'eau potable, l'électricité, logement décent. Et quelle est la politique que vous allez apporter pour changer un peu la situation? C'est parmi nos 3 éléments de bataille. Mais pour que cela, madame, pour que cela soit réellement faisable, nous avons besoin des investisseurs. Est-ce que vous avez déjà eu à contacter quelques investisseurs déjà? L'investisseur n'a pas besoin d'aller là-bas chercher des investisseurs. Les investisseurs viendront chez nous quand ils vont apprendre qu'au Congo, il y a un gouvernement sérieux. Sur tel point, le dossier entre aujourd'hui dans les bureaux. Demain, ça sort, personne pour demander 30% ou d'être partenaire dans une société ou d'être toujours en train d'asphyxier les sociétés. Les ministres qui appellent, les PDG qui appellent, l'argent. Ça, les gens ne veulent pas. Les gens veulent attendre. Quand ils payent leurs taxes, ils travaillent dans le calme. Et à ce moment, ils vont respecter d'une façon scrupuleuse les lois et les règlements de la nation. Donc, je crois que... Docteur, je voudrais être un peu plus concret sur cette question. Oui. Aujourd'hui, le panier de la ménagère n'existe plus dans notre pays. On parle en termes de sachet de la ménagère. Comment est-ce que vous allez faire pour qu'en fait, cette population trouve un pouvoir d'achat, notamment sur le plan salarial? Si, mais c'est pourquoi j'insiste et je parle. Monsieur le journaliste, vous ne pouvez pas parler du salaire dans une nation s'il n'y a pas une production locale. Mais comment vous aurez une production locale si vous ne savez pas comment récupérer les taxes de ceux qui sont dans les mines? Parce que, qu'est-ce qu'on appelle héritage commun? J'ai dit, le Congo, c'est notre patrimoine commun. Mais les richesses sol, sous-sol, fond, tout ce que nous avons, ce sont là. C'est cela les richesses qui constituent maintenant l'héritage de l'homme congolais. Si nous parvenons à mettre une bonne politique, un bon climat d'affaires dans notre nation, il y aura beaucoup d'emplois. Quand les gens auront du travail, ils auront l'argent. C'est à ce moment qu'ils seront capables, on peut parler maintenant du pouvoir d'achat. Mais tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas un miracle qu'un se peut faire. Même pour faire l'agriculture, comme je vous ai dit, les greniers des greniers. Mais nous avons besoin d'argent pour investir. Mais l'argent viendra d'où? Si dans des sociétés, toutes les sociétés au Congo, d'abord il y a 30% des commissions qui partent dans les poches des individus, l'État va gagner quoi? Docteur Kakese, l'accès aux soins de santé reste un luxe pour les Congolais et à l'éducation de qualité. Que faire pour améliorer la situation? Voilà. C'est toujours avec les taxes que les sociétés vont payer, avec les taxes que l'homme congolais va payer à l'État, que nous avons dit, permettez-moi de faire une petite parenthèse, dans notre projet de société, nous avons écrit, pour l'économie, nous avons choisi l'économie sociale du marché. Il y a le mot social. C'est-à-dire, nous allons laisser la liberté totale aux sociétés privées de faire le moteur de l'économie de notre nation. Mais nous, gouvernement, nous allons servir, nous allons être là pour la réglementation, mais nous nous occupons des 4 stratégiques ministères. Par exemple, la santé, comme vient de dire madame, l'éducation et la recherche. Pourquoi la recherche? Parce que nous devons valoriser la production locale. Et maintenant, l'eau, l'électricité, l'habitat et les transports. Là, c'est là où nous allons prendre maintenant avec beaucoup de bénéfices qui viendront des sociétés et nous prendrons des avantages sociaux maintenant pour donner à la population. C'est là où vous verrez que chaque Congolais peut se retrouver dans la richesse que nous avons dans notre pays. Et quelle politique vous allez appliquer pour la relance de la production agricole une fois élu? Je dis... Parce que l'agriculture, c'est la priorité des priorités. Voilà, il faut avoir une politique agricole ferme, basée sur de nouvelles méthodes modernes, basée sur la diversité des produits que vous allez produire. Si vous avez, nous donnons l'exemple aujourd'hui, tout le monde parle de maïs, mais le Congo ne peut pas produire seulement le maïs. Nous allons produire l'haricot, le riz, l'arachide, tout cela. Mais quand nous sommes dans tous ces pays, vous circulez, madame, vous ne trouverez nulle part
un silo qui signifie les entonnoirs pour les réserves de production. Nous avons dit, nous aurons d'abord établir cette politique agricole bien établie, basée sur la diversité des produits, mais à avoir des endroits pour les réserves. Même si nous avons la guerre, pendant 5 ans, 10 ans, l'homme congolais ne peut pas importer à manger. À ce moment, vous verrez que personne ne va aller dans les pays désertiques payer la farine, venir nous vendre. Non, nous allons vendre tout au Congo. S'il vous plaît, docteur, il y a une expérience qui a été tentée dans ce pays, c'est le service national, c'est-à-dire on recrutait de jeunes pour aller faire des travaux de champ. Cette expérience a tourné court. Est-ce que c'est une expérience qui peut être récupérée par vous pour appliquer, pour relancer l'agriculture dans notre pays? Je sais que vous avez été, par exemple, en Israël, vous avez vu les kibbutz, vous savez comment ils fonctionnent les kibbutz. Est-ce que vous allez revenir à cette expérience-là? Non, pas du tout. Pourquoi? Le service national, comme vous dites là, avec moi, ça ne peut pas marcher. Nous avons notre façon. Il faut bien encadrer les jeunes. Oui, nous avons notre façon de voir les choses. Aujourd'hui, Kakesse ne peut pas permettre qui que ce soit aller en Chine, payer des tracteurs, commencer à distribuer partout. Ça va servir à quoi? Je crois que c'est première chose d'appeler une maison, venir faire les tracteurs au Congo. Si vous ne pouvez pas venir au Congo, nous envoyons nos gens d'abord en formation, qui est des tractoristes, qui est des mécaniciens. Pendant que ces gens, on est en train de les former, nous sommes en train de construire des silos et des usines qui vont faire des produits bruts en produits finis. Moi, je crois que ce système-là, c'est ça, c'est quelle sera la place? La jeunesse reste un problème dans notre pays. La jeunesse. La jeunesse, oui. Mais, messieurs les journalistes, pourquoi on m'appelle aujourd'hui papa? Parce que demain, je serai vieux. Hier, j'étais jeune. D'où la jeunesse occupe une place de choix dans notre pays. La jeunesse, c'est notre avenir. C'est pourquoi vous voyez dans d'autres pays, on ne parle pas en fonction de ce qu'on est aujourd'hui. Nous devons parler en fonction du lendemain. Oui. C'est-à-dire pour la jeunesse. La jeunesse, nous aurons dans notre gouvernement, je vous informe, un ministre à la jeunesse. On ne peut pas mettre la jeunesse, l'avenir de la nation, dans les sports et loisirs. Mettez les sports et loisirs de côté, mais avantageons d'abord notre avenir, parce que si je suis vieux, il faut qu'il y ait les gens qui doivent s'occuper de moi. Voilà, merci, Docteur Kakesse, quelle sera la place de la femme dans votre gouvernement une fois élue? Madame. En 2 mots, docteur. Voilà, madame. Dans d'autres pays où j'ai été, l'Afrique du Sud, l'Angleterre, l'Allemagne, un peu partout là, les femmes occupent même 60% dans l'administration. Pourquoi? Parce que les femmes s'impliquent avec le cœur. Moi, j'ai toujours dit dans cette histoire de parité, cette loi congolaise qui dit qu'il faut 30%, non. Si nos femmes sont capables d'atteindre 50-60%, nous allons les faire. Parce que plus la maman est concernée dans l'administration de la nation, je vous dis, plus l'éducation dans notre pays va avancer. Voilà, merci beaucoup, docteur Kakesse. Nous allons passer au dernier thème de cette émission. Défense, ou plutôt diplomatie et défense. Vous connaissez l'image que notre pays laisse souvent sur la scène politique internationale. Vous serez interrogé sur cette question par mon confrère Flo Nzala. Il est journaliste à Digital Congo et également chroniqueur politique. Merci beaucoup. Bonsoir, docteur Kakesse. Bonsoir, monsieur. Alors, dans votre dernière réponse, en ce qui concernait le social, vous avez un peu évoqué certains pays que vous avez parcourus. Dans l'introduction, on a fait aussi allusion à différents pays d'Afrique où vous avez évolué ou même exercé. Alors, en quoi ce parcours pourra bénéficier à la diplomatie de la République démocratique du Congo si vous êtes élu? Voilà. Nous sommes une nation d'abord parmi tant d'autres. Et personne ne peut vivre seul. Mais la diplomatie, quand on vous parle de la diplomatie, c'est la même chose avec les relations comme vous et moi, mon frère et moi. Mais ces relations-là, il faut les entretenir. Pour qu'il y ait une diplomatie, nous avons besoin de coopération. C'est pourquoi on dit, voilà, tel pays a un ambassadeur dans tel autre pays. Ce n'est pas seulement parce que nous voulons avoir un ambassadeur, non, mais c'est parce que nous voulons qu'il y ait une coopération, soit dans tel ou tel autre domaine. Alors, avec quel pays vous comptez exercer une coopération privilégiée? Vous savez, ce n'est pas pourquoi
D'abord, la diplomatie, nous allons l'avoir avec tous les pays du monde que nous trouvons que notre pays a intérêt. Mais un peu plus avec certains pays par rapport à d'autres. Bon, écoutez, moi, j'ai toujours dit, un homme, un pays sans passé, sans mémoire, ce n'est pas un pays. Le Congo a un passé avec un pays que j'appelle la Belgique. Nous avons un passé historique, social, économique, enfin même politique. D'où je trouve que la diplomatie va aller partout. Mais je sais que la Belgique sera un partenaire privilégié. Voilà, avec ses associés. Parce que la Belgique n'a pas construit le pays seul. Elle est accompagnée avec certains pays de l'Europe, tels que le Portugal, la Grèce, la France, l'Amérique et l'Allemagne. Bien sûr avec d'autres pays. Mais personnellement, en tant que futur président de la République, la diplomatie, c'est avec tous les pays du monde que nous trouvons qu'il y a nécessité de faire de diplomatie. La Chine, par exemple, va rester un partenaire privilégié pour ce qui est des différents travaux qui sont entrepris dans le pays actuellement en coopération avec la Chine. Mais pourquoi pas? Si c'est avantageux pour la nation, je ne vois aucun intérêt, je ne vois pas d'inconvénient. La Chine est parmi des puissances en devenir. Si l'expérience chinoise peut nous aider, eh bien, elle est bienvenue. Docteur, l'invité d'hier soir a évoqué justement des centres que notre diplomatie sur Bruxelles, qui est le centre d'Europe. Est-ce que ce n'est pas perpétué là-bas, dans notre diplomatie, un certain partenariat belge que nous avons connu pendant la colonisation, que le Congo aujourd'hui ne peut pas s'émanciper sur le plan international sans le concours de la Belgique? Non. Je crois que nous devons cesser de voir cette mauvaise façon de voir encore le passé. Si vous regardez bien, messieurs les journalistes, il n'y a pas un pays africain après la colonisation avait l'infrastructure qu'avait notre pays. Hein? Vraiment pas du tout. Aujourd'hui, moi, je ne compte plus sur ceux qui étaient colonialistes. Je compte sur la nouvelle génération belge qui peut aborder le Congo avec de nouvelles idées, des partenariats avec lesquels nous pouvons ensemble construire notre pays. Donc la Belgique est incontournable. La Belgique, pour moi, la Belgique est incontournable. Pourquoi? Nous avons un passé commun, messieurs les journalistes. Nous avons des relations avec tout le monde. Mais l'autre est là, il est celui qui a l'histoire avec nous. Je crois que... Vous l'avez déjà relevé, docteur Kakese, voilà. Donc je pense qu'on ne va pas revenir là-dessus. On va un peu s'intéresser cette fois-ci aux relations que vous envisagez pour la République démocratique du Congo avec ses pays voisins, les différents pays avec lesquels la RDC partage des frontières, en nous basant sur quelques questions. Par exemple, la question des expulsions fréquentes des Congolais d'Angola, des expulsions qui se font souvent avec beaucoup de violence. Comment entendez-vous résoudre cette question de manière définitive? Il faut un dialogue politique très transparent. Le dialogue n'est pas transparent actuellement? Bon, et pourquoi on les chasse? Je crois que c'est un problème de dialogue entre les gouvernants. Et chercher à savoir quelles sont les causes, et réparer ces causes-là. Et c'est ce même dialogue qui va permettre de résoudre la question des groupes armés à l'Est, par exemple? Ah oui, le dialogue. Les FDLR, les Forces démocratiques pour Bien la libération. sûr, je vais vous donner une chose. Vous savez, à une violence, il y a une contre-violence. Et quand vous entrez dans ces cercles vicieux-là de violence contre-violence, vous ne vous en sortirez pas vite. Hein. Je sais que je ne peux pas me contenter des bonnes paroles. Quand quelqu'un tyran, il vient pour massacrer mon peuple, je vais d'abord réagir avec violence. Mais tout en sachant que demain, je dois passer par le dialogue. Le dialogue, quelle que soit la longueur de temps que ça prend, je vous rassure, messieurs les journalistes, que ça amène une solution qui est permanente. Une solution violente, elle est toujours temporaire. Pourquoi? Parce que celui qui a gagné n'est toujours pas celui qui devrait gagner. Celui qui est plus fort, qui croit qu'il a raison et il gagne. Mais celui qui n'a pas gagné en train de murmurer. La solution militaire, vous ne l'envisagez pas? D'accord, ça c'est sûr. C'est sûr, quand je parle d'une violence contre violence, mais sachant qu'il y aura les dialogues, d'abord la solution militaire à l'est du pays, messieurs les journalistes. Oui. Je vais être très clair. Pourquoi d'abord notre armée est faible? Avant que je vous dise ce que je vais faire. La réintégration des anciens rebelles dans l'armée nationale, avec beaucoup des incompétents. Aujourd'hui, voilà l'incompétence à tous les niveaux. Ça, c'est un. L'impunité dans la hiérarchie militaire.
et police. Parce qu'il y a des gens, vous trouverez dans l'armée, certaines personnes occupaient 3-4 postes. Une seule personne. Ce n'est pas normal. Mais maintenant, tous ces gens-là ne veulent pas voir la hiérarchie, avoir une armée qui a une ligne de conduite bien ordonnée. Pourquoi? Parce qu'avoir cette ligne bien ordonnée, ça ne va pas les avantager. Ils veulent qu'il y ait l'anarchie pour qu'ils en profitent. Donc il faudra d'abord faire une réforme réelle du secteur sécuritaire. Et cette réforme va s'axer sur quels aspects essentiellement? Voilà, d'abord l'armée, avoir une bonne organisation, ligne de contrôle bien connue, et maintenant à la police, la même chose, les services d'intelligence qu'on a communément appelés au Congo ANER, bien formés. Ces 3 services ne doivent pas être sujets d'être politisés. On a besoin des éléments, des hommes qui méritent pour assurer ce genre de travail. Pour qu'aujourd'hui je suis président, demain quand je quitte, la même équipe doit continuer. On n'a pas besoin de voir une équipe militaire, police ou service de renseignement au service d'un individu. Pour que celui qui vient demain commence à changer, non. C'est-à-dire que ces services ont été victimes de nominations arbitraires. Un traitement injuste basé sur le tribalisme. D'où Kakesse prévoit ceci. Qui est d'abord une réforme réelle, nommer les gens qui méritent d'être nommés. Il faut qu'il y ait une formation réelle, faire de l'armée une armée homogène. Pas avec des hommes, des groupes des hommes qui sont loyalistes, qui sont encore rebelles dans notre gouvernement. Vous avez appris combien les Maï-Maï, bien qu'ils quittaient, ils venaient dans l'armée, après ils rentraient encore dans les cas des maquis. Nous avons encore des groupes des hommes dans notre... Permettez, monsieur, nous avons encore dans notre pays des groupes des hommes qui sont armés, mais qui ne sont pas sous le contrôle de notre gouvernement, de notre armée. D'où il faudra d'abord avoir une armée sérieuse. Cette réforme, pour aboutir à une armée sérieuse, cette réforme, je pense, va aussi concerner le salaire ou la rémunération des hommes des troupes. Vous pensez déjà, vous faites déjà des projections sur ce que pourra être cette rémunération? Ah oui, mais, messieurs les journalistes, moi, je ne serai pas là pour dire que je vais payer d'abord tel ou temps, non. Nous allons établir les salaires pour valoriser l'homme congolais, selon les niveaux. Écoutez, celui qui vous passe tout le temps la nuit, qui doit sécuriser la nation, il doit être bien payé, bien valorisé pour qu'il soit capable de payer le prix. Aujourd'hui, les militaires, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas payés qu'ils fuient, non. C'est parce que la ligne de commandement n'est pas claire. Quand vous avez un général, excusez-moi de vous dire ça, un général, un colonel, qui n'a pas fait les études militaires, quel que soit son dynamisme, il ne peut rien faire devant la guerre. Donc, vous comprenez? Donc d'abord, avoir une armée bien formée, bien contrôlée et bien payée. À ce moment-là, nous pouvons compter que voilà, l'armée est homogène. Docteur, on sait qu'en Afrique, généralement, les chefs d'État sont gardés par des unités spéciales, formées, à cet effet dévouées, pratiquement, au chef d'État qui est au pouvoir. Est-ce que vous allez continuer, lorsque vous allez réformer l'armée, à créer des unités spéciales uniquement dévouées à la protection? Non. Vous allez conserver, par exemple, la même garde républicaine? Non, pas du tout. Là, je vous dis d'abord, ça sera aboli. Je vous donne l'exemple du Botswana, Namibie, l'Afrique du Sud, où j'ai réellement passé beaucoup de temps. Vous trouverez que les présidents, M. Thabo Mbeki, que ce soit M. Zuma, ils sont surveillés par la police, pas par les militaires. Les présidents civils, ce sont les policiers qui doivent protéger tout le monde. Il y a une équipe de la police. C'est ce qui fait qu'il y ait cette division-là dans l'armée. Il n'y a pas une équipe qui doit être considérée mieux que d'autres équipes. Non, nous allons abolir ça. Je serai voté par le peuple. Pourquoi avoir autant de militaires pour que je ne sois pas avec le peuple? Le pouvoir vient du peuple. Comme le pouvoir, c'est le peuple qui les donne, je ne crois pas que j'ai besoin d'avoir encore des groupes d'armes. Nous allons considérer tout militaire à égalité selon les niveaux. Alors, on va essayer encore des questions à poser. Oui, on va explorer un aspect que vous avez commencé à évoquer. Il s'agissait des ambassades de la République démocratique du Congo à l'étranger. Plusieurs de ces ambassades ne sont plus véritablement viables. Vous entendez maintenir ce même nombre d'ambassades et comment entendez-vous résoudre la question de la clochardisation de certains de ces ambassadeurs? Bon, pour avoir une ambassade, il faut d'abord avoir les moyens.
Si vous n'avez pas de moyens, pourquoi établir toute une ambassade et avoir des hommes de l'ambassade qui vous dorment dans des boeries des autres pays? C'est pas bon. D'où, s'il faut d'abord réduire le nombre d'ambassades, selon les ressources que nous avons, on va les réduire, mais les relations diplomatiques restent. Au fur et à mesure, quand vous établissez une ambassade, eh bien, vous devez avoir les moyens pour payer les loyers et les salaires de ces gens. Ils ne doivent pas être des clochards. Ils vivent, ils vous vendent encore les documents qu'ils devraient donner gratuitement. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, nous mettrons les ambassades dans les pays selon les réserves d'argent que nous aurons. L'obtention aujourd'hui d'un passeport est devenue un véritable casse-tête pour le Congolais. Comment est-ce que vous allez faire pour alléger des formalités administratives pour avoir ce document qui est une pièce d'identité comme une toute autre? Voilà, c'est une bonne question. Vous savez d'abord, un passeport, c'est un document de voyage. C'est l'identité de tout citoyen dans la nation. Ça ne doit pas coûter les yeux de la tête. C'est le service d'immigration qui devrait s'en occuper dans toutes les provinces. On devrait avoir un bureau où il y a un service d'immigration bien spécialisé dans ces domaines-là, en donnant les passeports, offrir les passeports. Mais nous avons dit, nous allons d'abord recenser le peuple congolais, donner la carte d'identité à chaque Congolais. La carte d'identité congolaise, c'est là où nous allons tout mettre au central, donc à l'ordinateur. Mais la carte d'identité là ne portera que les noms, les lieux de naissance et la nation congolaise. Plus question de province, tribu, non. Et à base de ça, chaque citoyen est libre d'aller dans sa province, là où il y a le service d'immigration pour les passeports, qui doit coûter ailleurs, ça doit coûter moins même de $50. Donc c'est un document d'identité, je dis bien, qui nous permet de voyager avec. Tout Congolais doit en avoir. D'ailleurs, un enfant qui naît immédiatement, si les parents l'ont disponible, les moyens, ils doivent avoir ça, ça doit coûter moins cher. Docteur, je crois qu'il nous reste encore 3 minutes pour arriver au terme de cette émission. Alors, si jamais vous êtes élu le 28 novembre 2011, quelles sont les premières mesures que vous allez prendre pour montrer que vous êtes différent des 10 autres candidats à président de la République comme vous? Merci pour cette question-là. La nation, c'est pour nous tous. Une fois élu, je ne suis ni de la majorité ni de l'opposition. Je dis clairement, il y a Dieu et Kakessi après. Nous allons plutôt faire notre gouvernement en prenant dans tous les groupes des hommes que nous trouvons intègres, capables d'accepter nos idéologies et notre vision, notre façon de faire les choses, pour que nous puissions gouverner le pays ensemble. Moi, je crois qu'avec cette façon-là de faire les choses, ça va nous permettre d'avoir un gouvernement qui est d'union nationale, c'est-à-dire d'union nationale, pas question de dire non parce que tu es président d'un parti politique pour avoir un poste, non. Nous choisissons ce que nous avons trouvé utile pour être ministre dans notre gouvernement. Ça, c'est un. La première, ça, c'est un. 2, nous allons, en tant que chef de l'État, je vais faire les discours montrant ma ligne de conduite. Qui suis-je? Qu'est-ce que nous allons faire? Ça commence par quoi? Ça commence par A, ça termine par C. Voilà ce que moi je vais donner comme ligne de conduite. Et à ce moment, le peuple, les administratifs et tous ces gens comprendront que voilà Kakessi n'est pas dans B, C ou A, B, il est dans A, B, C. Merci, docteur Kakessi, d'avoir partagé ce temps avec nous. Nous sommes arrivés au terme de cette émission qui sera diffusée sur une trentaine de chaînes de radio et de télévision émettant de Kinshasa. Tout le plaisir a été pour nous de vous avoir ce soir comme un invité. Demain, il y aura un autre invité, candidat à président de la République à la place où vous êtes assis. Nous disons à nos chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi attentivement le docteur Kakessi sur sa vision politique pour changer les choses dans notre pays. Nous vous retrouvons donc à la prochaine occasion avec un autre candidat. Encore une fois, bonsoir et merci de votre attention. Présidentielle RDC 2011. Une émission proposée et produite par le CESAC avec François Nicéphore Kakessi, URDC.
Union pour le réveil et le développement du Congo. Interviewé par Charles Dimandjawembi, RTCE, Oscar Kabamba, RTNC1, Gaël Kibungu, Congo Web, Bruno Mbolisson, RTGA, Flore Nzala, Digital Congo, Hilda Odia, CCTV, Patrick Chamala, Télé 7, Anissé Yomboranyama, Agence APIC.